en gros, vient comme... on prend du recul sur ce qui s'est passé pour poser une lecture concrète là-dessus, pour dire, voilà ce qui s'est passé. Bien ou mal, mais voilà comment il s'est passé. D'ailleurs, vous signalez dans l'avant-propos qui est très percutant d'ailleurs, dans l'avant-propos, vous dites, cet ouvrage n'est pas là pour dire, voilà les solutions, mais pour dire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et ça c'est important, ça me donne vraiment envie de lire un petit extrait de l'avant-propos, ça nous édifie, hein, parce que bon, c'est un travail à la fois de technicien, de professionnel, mais c'est surtout un travail d'intellectuel qui joue, qui est dans son rôle de citoyen pour alerter, pour attirer l'attention, pour interpeller aussi, si on peut le dire. Vous dites dans un passage dans l'avant-propos, je cite, « Lorsqu'on parle de la gestion des Sotelgui, on est tenté d'évoquer l'ensemble des concours des circonstances qui l'ont aiguillé sur cette voie de dérive. Cela permettrait aux futures générations de savoir ce qui s'est réellement passé et que les futurs managers des entreprises en Guinée tirent les meilleures leçons pour pérenniser des acquis publics dont ils ont, à un moment donné, la difficile mission de conduire les destinées. » Là, tout est dit dans ce paragraphe. En gros, vous dites, je répète, parce que c'est vraiment important, nous, ça a retenu notre attention à la rédaction de parenthèses. Cela permettrait aux futures générations de savoir ce qui s'est réellement passé et que les futurs managers des entreprises en Guinée tirent de meilleures leçons pour pérenniser des acquis publics dont ils ont, à un moment donné, la difficile mission de conduire les destinées. Et plus loin, vous dites, les échecs répétés des sociétés comme EDG, Frigia, Sogetrag et à présent Sotelgui engendrent à tort ou à raison auprès de la majorité des citoyens guinéens des frustrations évidentes et auprès de nos gouvernants de l'embarras, de l'amertume difficile à classer dans une simple oubliette, dites-vous. Et ça, c'est fort parce que, bon, c'est pour ça que je disais que vous appelez, vous vous adressez aussi à l'élite guinéenne, dont vous faites partie, parce que et puis, dans le même avant-propos, on ne pourra pas tout lire, dans le même avant-propos, vous expliquez aussi que tous ceux qui ont occupé, ne serait-ce qu'une petite portion de responsabilité, dont la Sotelgui, eh ben, ont une part de responsabilité là-dedans, ce qui veut dire y compris vous-même. Et ça, c'est intéressant. Oui, parce que même le premier paragraphe de l'avant-propos, je me suis interrogé. Les atouts économiques dont disposait Sotelgui étaient vraiment énormes. Et les ressources par rapport à toutes les autres sociétés. Oui. Parce que c'est la seule société qui avait la possibilité de facturer le client à partir d'un bureau. Et déjà est obligé de distribuer ses factures. La SEG, c'est pareil. Mais Sotelgui, les télécoms facturent leurs clients à partir d'un bureau. Et vous avez plus loin avec les nouveaux services. Vous consommez ce que vous pouvez payer. Et de votre propre décision. C'est ça le prépayé. Donc, ça veut dire que on avait vraiment des atouts. Il y avait des atouts. Mais les formations que les cadres ont connues, parce que je vous dis, Sotelgui avait des cadres. Des gens vraiment bien formés. Bien formés depuis la formation, quand les équipes françaises étaient là. Et qui géraient des équipements complexes, d'une certaine complexité, je veux dire, qui avaient de l'envergure, qui avaient de la vision. Hélas, hélas, par le fait de ce qu'on peut appeler la mauvaise gestion, simplement, tous ces gens-là se sont retrouvés devant une situation qu'ils ne peuvent même pas qualifier. Et y compris moi, par circonstance, moi, à un moment donné, en 2010, j'ai été rappelé au ministère. Voilà, donc j'ai quitté Sotelgui. Et quand j'ai quitté Sotelgui, on venait me voir, mais toi, tu as fait tous ces postes-là. Qu'est-ce que tu as à faire encore à recommencer au ministère et tout ça? Je dis, ça, c'est Dieu. Et c'est important que cela nous habite. Quand quelque chose nous arrive, vous quittez un poste, n'en voulez pas aux gens. C'est Dieu. Dieu a dit, tu restes quelque part aussi longtemps que ta chance est là. Quand ta chance finit, tu disparais. Ce n'est pas de la mystification ou autre, ou de la subjectivité.
Donc, moi, j'étais à l'aise, je suis parti, je dis non. Moi, je n'ai jamais demandé pour qu'on me mette dans ce décret. Oui, tout à J'ai fait. vu comme ça, donc Oui. je me suis retrouvé là, je dis c'est bon. Oui, Mais ce tel est tombé quand moi j'avais quitté. oui, C'est dommage. oui, J'ai cet amertume encore. Au moment où les opérateurs arrivaient, on a surestimé notre potentiel et notre capacité. oui, Vous savez, quand c'est comme ça, vous masquez votre vision. oui, Par exemple, les opérateurs venaient, ils demandent à ce que leur trafic entrée, comme ils ne sont pas installés oui, entièrement dans le pays, que leur trafic passe par nos équipements oui, pour aller sur leur réseau. oui, Plusieurs fois dans des réunions de direction, tu entends les premiers responsables dire qu'il n'en est pas question. Si quelqu'un le fait, etc., etc. Alors que c'est du commerce. oui. Au point que si, C'est du vous service qu'on savez, vend. quand le trafic arrive, l'UIT a déjà, l'Union internationale de télécom, Oui. a défini ces choses-là. Oui, Lorsque le trafic, les appels rentrent par Sotelgui et qu'ils se terminent par, chez l'opérateur, oui, il y a un quota que nous devons établir entre eux et nous. oui, Si c'est du trafic entrant, en ce moment, les ressources générées par ce trafic entrant-là sont reparties dans la relation 20%, 80%. L'opérateur qui a reçu le premier appel, 80%, l'autre 20%. oui, Ainsi de suite. Mais nous, on a été dans ce refus catégorique. oui, Des gens nous ont proposé d'utiliser nos antennes, nos pylônes. oui, On a dit il n'en est pas question. oui, On a empêché. Or, les pylônes, c'est pour cela que les gens sont allés chercher des terrains partout, mais là où ils ne sont pas en ville, là où ils ont trouvé des terrains en ville, oui. ils l'ont fait, mais sur les montagnes, ils n'ont pas cherché midi 14h, ils sont venus s'installer à côté des pylônes de Sotelgui. oui, C'est pour cela, sur une montagne, tu vois 2 pylônes, 3 pylônes, 4 pylônes au même moment. oui, Mais ce qui se passe, quand une stratégie est mauvaise, elle gêne tout le monde. oui. Un seul groupe électrogène, Pourrait un seul alimenter pylône peut recevoir toutes les antennes Oui, de 2 opérateurs, de 3 opérateurs. oui, Un seul groupe électrogène peut alimenter tous les équipements de ces différentes Tout à fait. personnes-là, de ces différents opérateurs. oui, Et donc, il suffisait de mettre en partage de charge. oui, Moi, je peux C'est que ça t'alimenter, revenait moins cher à ou tout le bien monde. toi, tu viens, mais tu t'occupes de l'énergie, Oui. ainsi de suite, pour louer, pour installer sur mon pylône. Voilà le tarif que tu dois payer. Nous, on a refusé, on a fait d'où. oui, Donc, les gens sont venus, se sont installés, oui, comme ils ont pu. oui, Mais comme on était faible, il y avait cette pénurie de puces. On et n'arrivait cette pas pénurie à répondre à... Comment cette pénurie est arrivée? En 97, moi, j'étais directeur commercial. J'ai fait mon étude de marché. On avait près de 65 000 demandes, Oui. nouvelles demandes. qu'on n'arrivait pas à traiter. J'ai tout fait. On a tout fait pour que le directeur de la planification comprenne. C'était un Malaisien et c'est ce qui aussi a été à la base, Oui. je peux dire, de l'échec de la collaboration. Il a dit que chez lui là-bas, de toute façon, il sait de quoi il s'agit. Donc, pas plus que 6 000. Il a acheté 6 000 abonnés. Alors qu'il y a une Les demande 6 de 000 16 000. là, non, de 65 000. 65 000 plutôt. On a vendu, parce que j'ai monté des équipes, on allait même dans les mosquées et tout ce qui s'agit pour demander aux gens de prendre le téléphone dans le marché. Oui, Et on a vendu tout cela en une semaine. en une semaine. C'était fini. Oui, On est allé dans ces cadences de 6 000, 6 000 là. 6 000. Chaque fois 6 000, donc c'est ce qui a créé la pénurie. oui, Et quand il y a eu la pénurie, bien sûr, les quand il y a spéculateurs... la pénurie, il y a les spéculations. Tout à fait. Naturellement, on dit c'est Sotelgui qui a vendu la puce à 1 million. En fait, Oui. ça peut être des représentants de Sotelgui, tout comme ça peut être effectivement des gens qui ont acheté Oui. et qui sont en train Ils de revendre, spéculent, des oui. agents de Sotelgui. Mais en fait, Sotelgui lui-même, ses prix officiels, Oui. c'était 250, 250. 500 000. Oui. Ce n'était pas 1 million et autres. À Vous l'époque. avez vu? Mais jusqu'à présent, il y a des citoyens guinéens qui pensent que c'est Sotelgui qui vendait les puces à 1 million. Comme c'est des puces de Sotelgui. Mais en fait, c'est la pénurie qui a été générée à cause de ces commandes minima Ouais. de 6 000 devant des besoins de 100 000. Ouais. C'est là-bas que le problème s'est gâté.
Et donc, Ariba, quand il est venu, il a étudié la situation, il a bien compris, et puis il a fait une grande propagande. Ensuite, il a lancé. Tout le monde a dit, ah, alhamdoulilah, grâce à Ariba. Oui. Il y en a qui priaient même pour Ariba. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, Allez, c'est comme mesdames ça que c'est arrivé. et messieurs, fidèles parmi tous les fidèles de l'émission Parenthèse, aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'avoir avec nous Mamadou Patebari, donc l'auteur de l'ouvrage Sotelgui de la coopération Sud-Sud au portefeuille de l'État. Alors, parlons de cette coopération Sud-Sud, hein, c'est Guinée-Malaisie. Elle a suscité beaucoup d'espoir, mais vous expliquez aussi, on comprend qu'il y avait des problèmes. La langue officielle en République de Guinée, ça c'est dans l'ouvrage que je l'ai lu, la langue officielle de la Guinée, c'est le français, bien entendu, mais cette société TMB, c'est bien ça? Oui. Donc, société malaisienne, là, alors elle, la langue officielle chez elle, c'est l'anglais. Il y avait un problème de langue, ça veut dire que vous expliquez ça, ça a été en quelque sorte un petit handicap. Oui. Mais au-delà de ça, il y avait le fait qu'il y avait une forte dépendance de la Sotelgui, du groupe à Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, oui. Kuala Lumpur. Et ce qui fait que tout ce qu'il y avait comme décision stratégique à prendre, et en plus du fait que la société malaisienne avait la plus grande part, ce qui fait qu'au niveau stratégique, vous avez parlé des responsabilités qui étaient occupées, les plus grands postes étaient occupés par les Malaisiens et donc tout dépendait d'eux. Donc c'était à l'humeur de Kuala Lumpur alors que les besoins étaient ici. Et puis c'est vrai aussi qu'on s'aperçoit que la stratégie qu'avait cette société dépendait de ce que le groupe édictait depuis l'autre côté. Donc, on comprend dans votre ouvrage que ça servait. Il y avait des problèmes partout. Donc, au sein du management, surtout. Et puis, il y a un fait qu'on a relevé, c'est que vous indiquez que le contrat, c'était sur 10 ans. Mais à chaque 2 ans, il y avait un renouvellement de l'instance dirigeante. Et à chaque fois, donc à chaque 2 ans, on avait de nouvelles personnes, de nouveaux managers qui venaient avec de nouvelles initiatives. Et à chaque fois, on n'allait jamais jusqu'au bout. Donc c'était un perpétuel recommencement, vous signalez. Je me demande qu'est-ce que je vais ajouter à ce que vous avez tellement bien dit tout cela. Oui. La langue a été quand même un frein. Oui. Surtout le fait que le directeur général ne parlait pas le français, il ne fournissait pas l'effort pour parler le français. Oui. Ben, les Guinéens aussi. Au moins, il a promis toujours de parler français, mais il n'a pas parlé français. D'accord. Au point qu'il y a des intermédiations peu intéressantes par rapport aux décisions qu'il donne ou par rapport à la remontée d'informations de la part de certains cadres ou de certains services. Oui. Alors, le traducteur, il y avait un traducteur qui faisait le maximum de ce qu'il peut faire, puisque tous les directeurs guinéens, pratiquement, chacun avait aussi, disons, des conseillers. Moi, par exemple, au commercial, j'avais 2 conseillers. Voilà. Et donc, chaque directeur avait un conseiller. Pratiquement, ce conseiller-là jouait un rôle d'informateur avant les réunions. Au point que s'il n'a pas l'humeur qu'il faut et peut-être, je dirais, l'honnêteté nécessaire, des fois, en pleine réunion, on se rend compte que le DG a déjà un avis sur le sujet avant même que vous ne finissez de présenter. Donc ça fait un peu de la frustration pour le cadre qui a travaillé avec des équipes et qui est venu avec un rapport pour présenter un plan d'action et tout ce qui s'ensuit. Donc il y avait quand même ce problème de communication. L'autre problème, c'était le fait que les responsables malaisiens avaient toujours des réserves sur ce que les Guinéens ont proposé. Ah là, c'est embêtant. Toujours, ils ont des petites réserves là-dessus. Quand je dis réserve, c'est au point de ne même pas faire ce que vous avez proposé. Il a toujours une opinion et quand il est coincé, il prétexte que chez eux, ils ont déjà vu ça, il y a ceci et cela. Il y a ceci et cela. Bon, alors, un des problèmes
qui a fait peut-être que jusqu'à présent, vous posez la question, ah, mais quoi est le réseau de câbles? Oui. Les Français avaient laissé ici un programme entier, Oui. avec le cœur de chaîne qui est à Ratoma, Oui. qui permettait de faire un réseau de câbles densifié. Oui. Malheureusement, tous ces différents projets-là, qui étaient non seulement pour Conakry et pour l'intérêt du pays, des projets de réseau de câbles, quand les Malaisiens sont venus, ils ont laissé ça, ils ont préféré initier encore une autre étude. Oui. Bon, malheureusement, ces études-là n'ont pas abouti pour les raisons que je vous ai données. Oui. Le directeur de la planification est changé chaque 2 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, les Guinéens qui avaient tout un savoir-faire et des fois des banques de données, et qui connaissent le terrain, leur proposition n'a pas été prise en compte. Il est obligé des fois d'utiliser une proposition un peu farfelue, excuse-moi, pour aller sur le terrain, mais il trouve des fois que ce n'est pas applicable. Bien. Là, c'est un peu bloquant. On est bousculé par le temps. Mesdames et messieurs, malheureusement, comme toujours, on doit rester dans la limite des temps qui nous est concédé, justement, pour l'émission. Donc, Sotelgui de la coopération Sud-Sud au portefeuille de l'État de 1993-2013. Dans cet ouvrage, Mamadou Paté Barry nous dit tout sur la Sotelgui, depuis sa genèse, aux restructurations, justement au moment où la Sotelgui a fait rêver toute la Guinée, des moments aussi de performance, il y en a eu justement, toutes les études, toutes les formations, et puis progressivement jusqu'à cette mort, ce déclin malheureusement, et puis donc l'ouvrage nous permet de tirer les leçons de cette expérience, justement, et puis histoire de documenter cette séquence de l'histoire de notre pays pour ce qui concerne les télécommunications. Donc, Mamadou Paté Barry aussi, on l'a dit, il est un professionnel du milieu, travaillé donc à occuper poste de 8 directions, 8 secteurs de responsabilité au sein de la Sotelgui. Donc, c'est un ouvrage témoignage, c'est un ouvrage pour la postérité, c'est un ouvrage justement pour appeler à la responsabilité quant à ceux qui gèrent un petit patrimoine de l'État. Et puis, il s'adresse non seulement aux étudiants dans les domaines des télécommunications, aux professionnels du milieu, mais aussi au grand public. Surtout, je voulais souligner, pour ceux qui souhaiteraient découvrir l'ouvrage, pour surtout ceux qui font des affaires, ceux qui sont des managers, des entrepreneurs. Effectivement, c'est un ouvrage pour tout le monde. Sotelgui de la coopération Sud-Sud au portefeuille de l'État, 1993-2013. À présent, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont habitués, nous allons passer à la rubrique marque-page. Notre tout premier marque-page pour l'ouvrage Sotelgui de M. Mamadou Paté Barry nous amène déjà à la page 103. Alors, page 103, et on va lui donner lecture d'un petit extrait. Alors, concurrence. Jusqu'en 2005, Sotelgui était le seul opérateur sur le marché. À cette date, la société disposait d'un parc de 157 000 abonnés. Cette situation de monopole va prendre fin avec la loi du 8 septembre 2005 et obliger Sotelgui à engager des efforts importants d'investissement et de marketing pour résister à la concurrence. Grâce à ces efforts, le nombre d'abonnés mobiles atteint 688 000, soit plus de 4 fois son niveau de 2005. Mais avec l'arrivée de grands groupes sur le marché, Areba, Orange, Celcom, Sotelgui perd sa position de leader. Il est important d'indiquer que ces opérateurs sont de dimension mondiale, bénéficiant de l'effet de groupe et des économies d'échelle et capables de faire face aux investissements capitalistiques qu'exige la croissance des activités dans le secteur. On va passer au deuxième extrait. Ça va nous amener, mesdames et messieurs, à la page 108. La mort d'un réseau des télécommunications. Au début de l'année 2012, la situation de Sotelgui ne faisait
qu'empirer. Le réseau GSM était quasiment éteint sur toute l'étendue du territoire national. Suite à l'examen de cette situation critique, le gouvernement, en Conseil des ministres, a donné son accord pour le recrutement d'un cabinet international pour un audit stratégique de la Sotelgui. En exécution de cette décision gouvernementale, le cabinet 2I a été recruté et sur recommandation de son rapport d'audit, il a été créé et mis en place le 2 mai 2012 un comité de gestion ayant pour mandat, entre autres, d'arrêter l'hémorragie financière qui prévalait à Sotelgui. L'acuité du problème de Sotelgui était à la dimension de l'accélération des événements. L'organisation de la société était désarticulée et son centre de commandement ne jouissait plus de la crédibilité nécessaire pour réussir à calmer le jeu. Dans cette optique, les membres nommés du comité de gestion n'ont jamais pu se réunir au grand complet pour examiner à fond la nature et la profondeur des problèmes qui assaillaient la Sotelgui. Fin de citation. Alors, je dis que c'est vraiment intéressant. Il y a un petit extrait devant, juste toujours à la page 109. En ces instants douloureux, comment ne pas se rappeler, dites-vous, ne serait-ce que par analogie, certains extraits du célèbre test d'Alfred de Vigny, mort en 1863, que vous citez, lui-même célèbre écrivain poète français dans son titre « La mort du loup ». Je cite, c'est une citation, « Le couteau, lui, le loup, restait au flanc jusqu'à la garde, le clouait au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croisant. Il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche et, sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses yeux, meurt sans jeter un cri. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes, comment on doit quitter la vie et tous ces mots. C'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand. Tout le reste est faiblesse. Dites-vous. Alors, mesdames et messieurs, on va peut-être très rapidement, et ça va être le dernier extrait que nous allons vous proposer. C'est à la page 112. Au début de l'année 2012, tout s'est donc passé comme si la direction de Sotelgui l'a ignoré et Sotelgui a abandonné ses travailleurs. Un abandon de ces laborieux bâtisseurs de l'une des plus grandes entreprises économiques qu'a connue la Guinée depuis son indépendance en 1958. Ces professionnels de plusieurs métiers, des métiers qui sont aujourd'hui le socle de nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont les services innovants ont révolutionné notre mode de vie et ont rapproché tous les citoyens de ce monde. Il s'agit bien de ces acteurs du développement qui ont fait la fierté de tout un peuple. Pendant les plus beaux jours de Sotelgui, il s'agit encore de ces travailleurs capables de merveilles tout aussi troublantes qu'effarantes et qui sont désormais tous poussés vers la sortie. Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'était des extraits tirés de l'ouvrage Sotelgui de la coopération Sud-Sud au portefeuille de l'État de Mamadou Paté Barry. À présent, ne quittez pas, on n'en est pas loin de la fin, mais avant, on va passer aux questions que les téléspectateurs posent à notre auteur. Monsieur Mamadou Paté Barry, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. Pour avoir travaillé à Sotelgui et avoir été témoin de sa mort, qu'est-ce que vous ressentiez en rédigeant cet ouvrage? Il y avait un sentiment d'amertume et de regret pour avoir passé plus de 15 ans à l'œuvre dans l'enceinte de Sotelgui et pour sa promotion, pour avoir cru et avoir eu une certaine vision de développement de la Sotelgui. Et à un moment donné, on avait même l'idée de s'impliquer dans le capital de certaines sociétés de la sous-région. Et à voir qu'aujourd'hui, parmi les pays de la sous-région, Sotelgui, en tant que coopérateur historique de la Guinée, a disparu du paysage de télécommunications, de l'environnement de télécommunications. Ça,
j'avais cette amertume-là. Monsieur Pathé Barry, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais vous poser la question suivante. En lisant votre ouvrage, on s'aperçoit que vous n'êtes pas, malgré tout à fait pessimiste. D'après vous, qu'est-ce qui peut être encore fait pour Sotelgui? Vous savez, les entreprises, c'est un problème de politique. Lorsque l'État va décider de préparer une politique concernant la relance de Sotelgui, la décision va être prise quand la politique est adoptée par le gouvernement. Mais l'espoir serait là pour relancer la Sotelgui, qui est une propriété nationale. En Côte d'Ivoire, il y a Côte d'Ivoire Télécom, la Sonatel au Sénégal, il y a Niger Télécom et tant d'autres. Sotelgui était le répondant de ces entreprises-là. Et si aujourd'hui, dans le cadre de l'intégration, on dit le rendez-vous des opérateurs historiques, la Guinée ne sera pas présente. Voilà ce que ça veut dire. Monsieur Pathé Barry, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais vous remercier pour avoir écrit cet ouvrage et voudrais vous demander, dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous avez un petit message à lancer pour ce qui concerne la Sotelgui? Le seul message, il se résume à ce que j'ai dit précédemment. C'est si le gouvernement a décidé aujourd'hui de relancer Sotelgui, la procédure, c'est de mener une politique conséquente concernant le secteur, concernant la relance. C'est un souhait, une aspiration de vous, de moi, de quelqu'un d'autre, parce que les télécommunications sont devenues tellement importantes qu'il faut avoir aussi ces télécommunications, ces propres télécommunications. Voilà ce que je vais dire. Monsieur Pathé Barry, merci. Merci à vous, M. Koné. Merci à votre équipe. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis de bout en bout, bien justement avec monsieur Mamadou Pathé Barry, l'auteur qu'on a reçu aujourd'hui pour vous autour de son ouvrage Sotelgui de la coopération Sud-Sud au portefeuille de l'État. Donc c'est une histoire qui nous a vraiment marqué, parce qu'il s'agit de l'histoire du fleuron guinéen des télécommunications. Je parlais de la Sotelgui. À présent, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. On est content de vous savoir toujours un peu plus nombreux à nous suivre. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, avec un autre auteur autour d'un autre ouvrage. Au revoir. Thank you.